Salut Johan, on est super content de t'accueillir ici à Station F dans les nouveaux locaux de l'ESSEC, entre autres. Donc si tu peux déjà commencer peut-être par te présenter, nous raconter un peu ton parcours depuis l'ESSEC. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. C'est un honneur ici à Station F. Donc moi, je suis Joël Murkovic, diplômé de l'ESSEC. À l'ESSEC, on ne sait plus vraiment quand est-ce qu'on est diplômé, je crois Ça, c'est... 2012, il me semble. Et j'ai créé l'entreprise en 2011. Donc en fait, j'étais à l'ESSEC Venture. Juste une idée de créer une boîte. J'ai rencontré mon cofondateur qui était double diplôme ESSEC et PITA. Et on s'est dit, on s'entendait bien, compétences complémentaires, lui plutôt tech, moi plutôt business. Tous les deux envie de créer une boîte. Donc on s'est dit, on va se lancer sans avoir beaucoup réfléchi Ok, à qu'est-ce que ça veut vraiment dire derrière, sans aucune expérience. Et du coup, bah voilà, on s'est lancé, on a créé Bankin, du coup une application qui facilite la gestion de budget qu'on appelle maintenant une fintech, mais en 2011 le mot n'existait pas. Et ça a été le début d'une formidable épopée avec, comme j'imagine toute histoire entrepreneuriale, des montagnes russes, des hauts et des bas, beaucoup de sensations et beaucoup de plaisir également, qu'on a revendu en 2022, la dernière phase de l'opération. Et en parallèle, moi j'ai fait une spin-off de l'activité ouais. B2B qui s'appelle Bridge, qui est une entreprise indépendante avec d'autres actionnaires et une autre équipe. C'est complètement deux entreprises séparées. Et là, moi, je suis encore actionnaire et au conseil d'administration, mais je ne suis plus opérationnel depuis février de Ok, cette année. trop cool. Sacré parcours, on va revenir un peu dans le détail des différentes expériences. Hyper intéressant que tu aies lancé ta boîte en étant à l'ESSEC. Je pense que les gens qui écoutent ce podcast, il y en a pas mal aussi qui sont à Ouais, l'école et ouais. qui se posent la question. Moi-même, j'ai lancé ma boîte en étant pas encore diplômé. Donc tu te dis, je vais lancer une boîte, tu vas voir ESSEC Ventures. Quelles sont un peu tes premières démarches? Dans quel état d'esprit est-ce que tu es? Est-ce que tu te dis, bah, c'est un petit projet, on essaye pendant 6 mois, ou alors tu as déjà envie de construire quelque chose qui va durer? Je pense que moi, j'ai toujours eu l'envie d'entreprendre. Ce que j'ai fait même avant, pas en créant l'entreprise, mais j'ai créé une asso. Moi, Mm. j'étais musicien, et quand tu es musicien, tu as un groupe, tu as un projet et tu fais quelque chose. Enfin, tu vois, tu as envie d'entreprendre. Donc, je savais que j'allais pas postuler dans une entreprise en CDI. Donc, Mm. j'avais vraiment envie de. C'était en moi. En revanche, j'avais aucune idée de vraiment ce que ça voulait dire. Donc, quand on s'est dit, on va se lancer, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait. Déjà, on voulait se tester avec mon Mm. associé. Et on a fait un mini projet Ok. qui s'appelait eBay Sniper, ce qui est un logiciel qui allait enchérir sur eBay automatiquement à la dernière seconde. Donc, tu étais sûr d'avoir l'enchère. Et en fait, c'est un micro-marché de niche, mais il y a quand même des gens qui sont prêts à payer pour ça parce que le mec qui chine vraiment sur eBay, il a une enchère à 4 heures du matin à New York, une autre à 22 heures au Japon, et en fait, s'il veut vraiment avoir les objets au prix maximum, bah, il dort jamais, quoi. Et donc, on a fait ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la technologie derrière ça, c'est le début de la technologie bancaire. Ça veut Ok. dire qu'on se connectait sur le site d'eBay, la personne rentrait ses codes, on allait sur son compte, on allait sur l'enchère, lui nous disait, bah, cette enchère, si elle est en dessous de 100 euros, je la veux. Donc nous, on allait regarder l'enchère, on Ouais. voyait, enfin c'est le robot, hein, Ouais. il voyait que l'enchère se terminait demain, je sais pas, à 14 heures, et le robot à 13h59 voyait s'il était en dessous de 100 euros, et à la Ok. dernière seconde, il Surenrichissé. passait l'enchère. Et donc Ok. il était sûr d'avoir l'enchère en dessous de son prix maximum. Si c'était au-dessus, bah, on faisait pas l'enchère. Et on a réussi à pas mal vendre ça, Ok. pas sous forme d'abonnement. Donc lui codait et moi je fais tout pour avoir des Ok. abonnés. Et en fait, ce que ça a validé déjà, c'est qu'on est arrivé à travailler ensemble. Ouais. Et puis aussi, ça a rapporté un petit peu de revenus. Ok. Et quand tu lances ta boîte, t'as rien. En 2011, le monde du financement n'était pas du tout le même. Bah, c'est pas mal d'avoir un petit peu de revenus, rien que pour payer les serveurs, Complètement. payer les deux trois frais, quoi. Parce que là, toi, à ce moment-là, tu avais déjà fait des stages. Pas vraiment. Ok. Ouais, donc Pas c'était vraiment le vraiment. tout début. Ouais. J'ai un peu filouté mon parcours essai parce Ok. qu'il y a des stages obligatoires. Enfin, moi, Ouais. j'ai T'as vraiment pas le seum. jamais vraiment bossé dans une vraie boîte. Mais Ok. ça peut être, je pense, c'est un plus et un Ouais. moins. C'est un Ouais. plus dans le sens où, bah, tu prends les choses de manière très fraîche. Ouais. Enfin, t'as pas de réflexes qui peuvent peut-être t'enfermer. Mm. Mais, et les moins, c'est que t'as aucune méthode de travail. Donc, au niveau efficacité, tu sais pas comment prendre les choses. Donc, je pense que il y a vraiment des plus et moins là-dessus. Donc, tu as dû te former un peu. C'est intéressant. Enfin, est-ce que tu as senti du coup des manques 2, 3 ans après t'être lancé ou t'étais,
t'as eu besoin de peut-être d'aide extérieure pour te cadrer un peu? Enfin, du coup, j'ai toujours pris les sujets comme ils venaient et je me suis jamais posé la question de comment il faut le faire, il faut juste le faire. Mm. Après, je me suis dit que si jamais, moi, mes premiers recrutements, quand j'ai vu des personnes qui avaient fait des cabinets de conseil, etc., j'ai vu qu'ils arrivaient avec une méthode de travail de fou, quoi. Les mecs, ils arrivaient, C'est clair. moi, les slides que je mettais, je sais pas, moi, 1 heure à faire, en 15 minutes, c'était fait, ils étaient 1000 fois plus belles que moi, tu vois. Donc, en fait, je m'étais dit que là, je manque des choses, mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, l'entrepreneur, on lui demande pas d'être bon partout. Mm. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est capable de naviguer dans le flou tout seul au début, et il s'en sort, et il attire les talents, et il impulse une vision. Et globalement, c'est un peu le moteur, et derrière, Mm. son boulot aussi, c'est de déléguer aux bonnes personnes. Et donc voilà, je pense pas que ça soit forcément indispensable. En Ok. revanche, c'est sûr que si, je sais pas, il y a beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, tu as bossé dans une grande boîte, tu as découvert une opportunité et tu te lances pour saisir cette opportunité, Mm. c'est une manière d'entreprendre et il y a peut-être moins de risques parce que tu connais déjà le business et tu sais peut-être déjà les partenaires, les clients. Enfin, Ouais, c'est ça. donc c'est une autre manière d'entreprendre, ce qui est aussi Mm. très bien. Mais Ouais, c'est alors, je sais super pas si chouette. je réponds à ta Et question. non, très bien. Et peut-être pour revenir sur la phase d'idéation, un peu au début, Ouais, donc avec ton, comment il s'appelle ton associé? Robin. Robin. Du coup, vous étiez tous les deux. Comment est né déjà le premier projet? Est-ce que Ouais. vous êtes mis ensemble, dit, faut qu'on fasse un truc, et vous êtes tombé sur cette idée de sur enrichisseur eBay? C'était un peu En ça le fait, process c'est ou... Robin qui avait codé un petit truc Ok. et Tu t'es dit, on on peut le s'était dit, bah, on va le commercialiser. commercialiser, on va Ok. faire des abonnements et on va voir ce que ça donne. Ok. Et après, Et, et, comment est né du coup après l'idée de et Bankin? ensuite, on s'est dit, bah, on arrive à bosser ensemble, on va peut-être faire un truc plus gros. Mm. Et on a réfléchi à différentes idées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait. C'était une période très particulière, 2010, au moment où on réfléchissait. C'est que il y avait énormément d'innovation Mhm. au monde du digital et l'arrivée notamment du smartphone et de l'App Store. Donc, il y avait de l'innovation dans énormément de domaines. Et il y avait presque pas d'innovation dans la finance et la gestion d'argent, notamment. Et nous, en tant qu'étudiants, bah, on n'avait pas de thunes, on était en galère et on se disait, mais quand tu veux vraiment faire gaffe à ce que tu dépenses et tu es un peu à l'euro près, t'as aucun moyen de bien faire ça. Enfin, si Mm. tu veux vraiment le faire, il faut que tu fasses dans un Excel manuellement. Donc en fait, il n'y a personne qui le fait. D'ailleurs, petite anecdote sur ça, j'ai réalisé que j'avais téléchargé Bankin pendant ma première année à l'ESSEC. Bah, tu Donc vois, il y a ouais, le truc, si vraiment bah, t'as pas d'argent, c'est ouais, compliqué, quoi. Et c'est donc sûr. on s'est demandé pourquoi il n'y avait pas d'innovation là-dedans. Est-ce qu'on ne pouvait pas innover? Et on a commencé à creuser et on a vu qu'il y avait une boîte qui avait innové dans ce secteur-là. Et on s'est dit, bah en fait, c'est possible. Et donc on s'est dit, bah on va le faire. En tout cas, on va essayer, quoi. Et là, c'était le début d'un parcours. Je pense aussi que pour moi, c'est représentatif de l'entrepreneuriat. C'est que à chaque fois que je parlais de ce projet à n'importe qui, Mm. tout le monde me disait c'est impossible. Mais tout le monde, il n'y avait pas une personne qui m'a dit oui, tu as raison, il faut le faire. Tout le monde impossible. Pourquoi? Déjà, on se dit bah en fait, on va faire une application qui se connecte à ton compte. Attends, comment tu fais pour connecter au compte? Bah en fait, tu vas rentrer tes identifiants, puis il y a un robot qui va se connecter. Mais attends, mais t'es ma boule, quoi. Jamais personne va rentrer ses identifiants. C'est impossible de se connecter au compte bancaire au niveau sécurité. Mm. Et ensuite, en plus, c'est illégal, certainement, parce que te connecter à la place du mec. Donc en fait, tout le monde dit c'est impossible. En revanche, nous, ce qu'on avait fait, c'est que moi j'avais envoyé un mailing, je sais plus comment, au réseau ESSEC élargi, famille, etc. Et je leur avais un peu décrit ce qu'on voulait faire. Et est-ce que s'il y a une application qui fait ça, vous Mm. l'utiliseriez en tant que pas forcément, c'est nous qui allons se connecter au compte bancaire un peu de manière sauvage, mais vraiment une application Mm. qui te décrit tes budgets, qui t'alerte avant le découvert, qui commence à t'aider à gérer ton argent. Tout le monde disait oui, j'utiliserais s'il y avait ça. En revanche, si c'est toi qui le fais, non, parce que c'est impossible, tu vois. Ouais. Je vois pas comment tu fais. Et donc, Oui, donc les craintes des gens autour de toi étaient validées même par tes utilisateurs à ce moment-là. Ils partageaient les mêmes. et d'ailleurs, bah, ça c'est pour moi un énorme apprentissage, c'est que, ce que disent les gens, entre ce que disent les gens et ce qu'ils font, Ouais. il y a un océan entier. Donc tout le monde me disait, j'utiliserai jamais ton appli qui sort de nulle part, t'es dans un garage, je dois mettre mes codes. Ouais. Et le jour où on a sorti l'appli, on a fait Mm. péter les serveurs parce qu'il y avait des milliers de personnes jour 1 qui s'est connectées, qui rentraient leur code. En fait, ce qui se passe, c'est que bon, tout le fonctionnement, on s'est dit bon bah c'est impossible, bah on va quand même tester. Donc moi, Robin, il m'a dit on fait un proto sur nos propres comptes. Donc il a fait ce petit robot comme Ouais. eBay Sniper. Tu rentres les codes, tu te connectes, le robot se connecte à ta place et lit la page web. Ok. Et donc il récupère tes soldes et tes transactions. Ok.
Et il fait ça, il dit, bah, c'est possible. Donc Il y a des trucs de sécu, mais en fait, on ouais. peut les passer. Je fais, ok, bah, techniquement, du coup, c'est possible. Donc la techno à ce moment-là, c'est juste tu rentres dans la page et ça scrape la Ça page. scrape la page. C'est Ah, c'est un fou. scrapper, Ok. quoi. Ok. Deuxième chose, c'est illégal. Bah, moi, je me dis, bon, bah, je vais prendre les textes de loi, quoi. Est-ce que c'est vraiment illégal? Et je lis les textes de loi. Je suis pas juriste, mais bon, Ouais, je vois ils avaient même pas envisagé le je cas de vois figure, pas quoi. en quoi c'est illégal. Je vois pas un truc qui dit oui, c'est autorisé, mais je vois pas un truc qui dit non, c'est interdit. Je dis bon. Et après, jamais personne n'utilisera ce genre d'appli. On va dire, bah, on va le lancer, on va voir, quoi. Tout le monde dirait que j'ai besoin de ce service, mais quand on parle aux gens, personne ne le ferait. Donc, on a lancé la première version. Alors, il y a eu une étape clé, d'ailleurs, vu que tout le monde nous disait que c'était impossible. Là où ça a vraiment changé le mindset, c'est qu'on a postulé pour un accélérateur de start-up qui s'appelait Le Camping. Mm. La Qui est toute devenu première Numa. saison, Ouais. complètement à l'arrache, parce que les mecs, ils avaient des locaux et une idée, mais pas grand-chose de plus. Mais ça a été déterminant parce qu'il y a eu genre 250 dossiers, 10 sélectionnés, et on faisait partie des 10. Ok. Et en gros, le premier facteur que ça a eu, c'est qu'on s'est dit, ah, enfin, il y a quelqu'un qui croit en nous. On nous apporte pas Ça vous a donné la grand-chose. confiance On nous de. dit juste, bah, il faut que tu sois là, dans les locaux, tu as une connexion Internet, tu es avec 10 autres startups à peu près au même stade, et dans 6 mois, on voit ce que ça donne, tu vois. Et puis, tu as un pseudo-coaching, mais à l'époque, c'était pas vraiment organisé, mais Mm. ça a été essentiel parce qu'on s'est dit, bah, en fait, là, au moins, quelqu'un a cru en nous. Sur 300 dossiers, on est Mm. 10 sélectionnés. On a 6 mois, on y va, quoi. Et donc, Ok. on code la première version ça s'appelait pas Banking à l'époque, ça s'appelait Perspective, Ok. sur iPhone. Donc là, on est vraiment à l'arrache, hein. Nous, on n'avait pas d'argent, à part le petit eBay Sniper qui payait les serveurs, mais on avait besoin de coder. Mhm. C'est vraiment c'est ces besoins-là. Donc, on a associé très rapidement 2 ingénieurs informatiques. Ok. Parce que Un autre, Robin, du coup, était pas sur ce point-là, il était bah, en pas. fait, quand tu regardes, il faut coder toute la partie connexion bancaire, Ouais. il faut coder le back-end, il faut coder le Ouais, front-end. il y a beaucoup de. Donc, il y a un peu de taf, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, on a recruté 2 autres ingénieurs informatiques, un autre Epita ESSEC, qu'on Ok. avait connu à l'ESSEC, qui s'appelle Emmanuel Costa, qui est toujours aujourd'hui CTO de Bridge, Ok. et David Sabatini, qui connaissait Robin, parce qu'ils avaient fait un stage ensemble. Les deux, c'est un peu passé comme ça. Ils nous disent, bah, je suis à Paris, je cherche un boulot. Est-ce que vous avez pas un bon plan? On a dit, on a un Mhm. super plan. Par contre, tu seras pas payé, quoi. Et on leur a expliqué le truc et ils ont été assez fous pour venir avec nous. Emmanuel Costa avait le chômage, donc pour lui ça allait. Et David Sabatini, bah, lui, il n'avait pas le chômage. Et nous, on s'était endettés avec Robin Ouais. pour vivre. Ok. On avait pris 20 000 balles de dette. Ça, c'est super fort. Enfin, Euh, si on peut déjà. ouais, Enfin, ouais, le fait t'as pas de thunes tu et tu prends des t'endettes, hein. risques, ouais, ouais. Et toutes les semaines, on allait retirer un peu d'argent et on filait là, cet argent à David pour qu'il Ah, puisse bouffer, quoi. ouais. C'était vraiment à l'arrache. Mais bon, c'était marrant. Donc là, là, t'étais vraiment all-in. Enfin, c'est impressionnant, je trouve, le Bah, level de. en fait, Parce que tu croyais. on Ouais. s'en rend pas vraiment compte parce qu'en fait, quand t'es étudiant, tu manges des pâtes, t'as pas de thunes, t'as Ouais. jamais eu de thunes, là t'as pas de thunes. En fait, tu t'en fous, Ok. t'as pas besoin de grand chose en fait. Et puis c'est plus marrant d'être Ouais. dans cette dynamique et tu te rends pas compte vraiment. Enfin, moi, je me rendais pas du tout compte des risques que je prenais. Ouais. J'avais pris 20 000 balles T'as doublé à, le prix de ton essai. je sais pas, tu vois, j'étais bon, j'ai 20 000 balles, on verra, on verra plus tard comment ça se passe. Donc, Ok. je me Ouais. posais pas trop de questions et je pense que l'entrepreneur doit pas trop se poser de questions, sinon il va jamais quoi. C'est vrai. Et donc, on fait la première version sur iPhone. On lance le produit et le premier jour, les serveurs pètent. Et là, il y avait des milliers d'users qui se connectaient. Et là, on s'est dit, ah putain, on a vraiment touché quelque chose. Et Ouais. en fait, ce qu'on se rendait pas compte, c'est que beaucoup de personnes avaient un smartphone dans la poche Mhm. et il n'y avait aucune application qui permettait de suivre ses comptes. Ouais, Et donc, c'était. quand nous, on a sorti la première version qui était connectée aux 10 plus grandes banques, bah, Ok. tu avais la moitié, même plus, parce que les 10 plus grandes banques, ça doit couvrir 80% de la population française. Tu avais 80% des gens qui voulaient suivre leur compte sur smartphone et le Ouais. seul moyen, c'était C'était notre ça. appli. Ouais. Et nous, ce qu'on avait orchestré, on avait filé le mot à des blogueurs parce qu'il y avait beaucoup de blogs qui parlaient Mm. des Ouais, puis il y applications. avait beaucoup moins d'apps qu'aujourd'hui aussi. C'était le tout début. Ouais. Il y avait ça parlait beaucoup des nouvelles apps. C'était vraiment un engouement. Donc on avait passé le mot à des blogueurs. Ils en avaient fait un article et à partir de là, c'était d'ailleurs maîtriser la croissance quand tu as zéro de thunes et Ouais. beaucoup d'users sur un sujet comme ça, fintech, B2C. Mm. C'est voilà, Ouais. donc c'est le début de où là on a validé, on y va. Alors, on Ouais. sait pas vraiment dans quoi on se lance, mais on y va. Un des thèmes qu'on aime bien aborder aussi, justement, c'est l'association. Vous, est-ce que c'était. Enfin, du coup, ça s'est fait de manière assez naturelle de ce que t'expliquais, c'était plutôt des copains.
Comment est-ce que tu as structuré ça? Comment est-ce que ouais, tu as partagé les parts concrètement? Vous étiez deux au début, est-ce que vous étiez à 50-50? Comment vous avez fait rentrer? En fait, c'était pas des copains, c'était Ouais, des camarades ouais, avec qui on ok, s'entendait bien, mais c'était pas vraiment des copains proches. ok. Donc, première chose, avec Robin, on s'est testé. Comme je disais, avec Ouais, eBay avec le Sniper, projet. il faut se tester. Mm, Tu peux pas te mettre 50-50, on va se marier si tu connais pas la bien personne. sûr. Donc, on s'est quand même testé. Ensuite, les deux autres associés, ils sont venus, ils sont pas venus ensemble. Il y a eu, je sais pas, 2-3 mois ou 3-4 mois entre les deux personnes. Bah là, c'est pareil. On leur a dit, ben, on a négocié le nombre de parts. Il y en a un qui a eu 15% et l'autre, je sais plus exactement, entre 5 et 10. Mm, On leur a dit, bah, on va se tester aussi. mm, Donc, tu as bossé 6 mois ok, avec nous. Et on n'est pas sûr que ça que fasse, ouais. ça le fasse ou pas. Si ça le fait, tu auras les parts. Mm, Et je crois qu'on les a vendus au nominal. Donc, ok, il a dû nous les acheter au nominal, mais donc ouais, c'était rien. ouais, Et si ça marche pas, bah ça marche pas. ok. Mais de toute façon, il vaut mieux le Pas savoir. de compensation prévue, Bah, on n'a ouais, pas de thunes. ouais, Donc, et puis au on final, va c'est pas ça l'enjeu, parce que ouais, l'enjeu, c'est de savoir est-ce que ça marche ou pas. bien sûr, ouais. Parce que si ça marche, tu pars dans une aventure pour 5 à 10 ans. Mm, Et si ça marche pas, c'est pas grave non plus, vaut mieux le savoir. Parce que si mm, ça marche pas et que tu pars dans l'aventure, c'est pire que tout. bien sûr, Donc oui, c'est ta part de risque, mais c'est notre part de risque, c'est la part de risque de tout le monde. ouais. Si ça marche, tu vas avoir le package. Et ça, faut être à l'aise avec ça. Moi, j'ai entendu dire, oui, mais alors attends, ça se trouve, tu vas m'exploiter pendant 6 mois et après tu vas me dire, mais c'est pas l'enjeu. Moi, je m'en fous de t'exploiter pendant 6 mois. Moi, je veux avoir quelqu'un sur les 10 prochaines années. Ouais, Donc, faut que les deux parties l'acceptent. ouais, Et c'est là, faut être assez intelligent de se dire, ben oui, on va chercher plus que ça. On va chercher un mariage, une équipe qui va développer quelque chose sur les 10 prochaines années, quoi. ouais, arriver Et c'est au-dessus des chiffres, important quoi. de tester la personne. Ouais. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, quand après tu dis, bah, je te file le nombre de parts, ces parts-là sont pas acquises. Tu as dans tout pacte d'actionnaires Oui, tout à fait, un ouais. vesting. C'est-à-dire que c'est pas genre, tu as 15% et bah, jour 2, tu peux te barrer Mm, avec tes 15%. mm. Non, tu vestes ça sur plusieurs années. Et vous avez vesté les vôtres aussi ou vous étiez Ouais, on était ok, tous vestés, ok, Bah, si le mec se ouais, barre, ouais, voilà. Donc, on était tous logés à la même enseigne. Ouais. ok, ouais, hyper intéressant. Trop bien. Et donc, si on fast forward un peu, donc là, si on revient dans la phase de croissance là, que vous connaissiez avec Banking, où les serveurs explosent et tout ça, comment est-ce que tu as géré ça? Du coup, j'imagine que tu as dû recruter pas mal. Enfin, ça devait venir un peu de tous les côtés. Comment est-ce que tu Toujours as... pareil, on n'avait pas d'argent et en plus, c'était impossible de lever des fonds à cette Ok, époque ouais, oui, bah pour oui. plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que vu que tout le monde pensait que ce qu'on faisait c'était illégal et impossible, Mhm. on allait voir des mecs pour investir, ils disaient ok, t'as des users, mais je comprends pas ce que tu fais quoi. Là, tu te connectes au compte bancaire de manière sauvage, sans l'accord de la banque. Ouais. Vous aviez zéro revenu, enfin, c'était tout gratuit à ce moment-là. Bah, très rapidement, ce qu'on a fait, nous on avait eBay Sniper qui payait un peu les serveurs, et Ouais. très rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monétisé. Mm. Et d'ailleurs, et ça c'est une grande leçon aussi, quand tu as le projet Banking, tu veux qu'il y ait un maximum d'utilisateurs qui utilisent ton appli. Mhm. Parce que le gros de la monétisation, c'est grâce à la masse de users. Mhm. Si tu as un user qui paye 5 balles, t'en fous. Ouais. Il t'en faut beaucoup. Donc si tu te dis, tu veux le maximum de users, la logique voudrait que tu passes l'application gratuite Mhm. et que tu fasses du marketing Effectivement. classique. Et là, aujourd'hui, d'ailleurs, quand il y a de l'argent sur le marché, tu lèves des fonds, tu fais du marketing. Nous, on n'a pas d'argent. On ne peut pas investir en marketing. Et vous pouvez pas le... Et on ne peut pas lever de fonds. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben là, et ça, c'est une des, je pense, quand tu n'as pas d'argent, ça te force à être malin. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bah, si on veut que tout le monde l'utilise, il faudrait être gratuit. Mais si on est gratuit, bah, il ne se passe rien. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre payante et on va la mettre très chère. Et on a mis très cher, je parle, je crois qu'on avait fait 5,99 Ouais. € Oui, donc à pour une l'époque, appli. Donc effectivement, ouais. 5,99 € une appli, tu connais Ouais. pas. Et bien en fait, ça a été la meilleure chose qu'on a faite. Pourquoi? Parce que déjà, tu as quelques personnes qui payaient 5 €, Mm. donc ça fait un peu de revenus. Et surtout que ça crée une espèce de tension. C'est-à-dire que nous, l'enjeu premier, c'était d'avoir un maximum de notes 5 étoiles. Mm. Donc il y avait toute une stratégie de dire est-ce que tu aimes l'appli? Oui, file 5 étoiles. Non, dis-nous pourquoi. Donc en Ok. fait, on évitait les 1 étoile, tu vois, on avait Malin, feedback, ça. Ouais. et si c'était oui, c'était Ouais. 5 étoiles. Donc on arrivait, et d'ailleurs notre appli était extrêmement appréciée, donc on n'avait pas de mal à avoir 5 étoiles, tu vois. Et donc il y avait une application avec plein de 5 étoiles, 5,99 €. Mm. Et c'est la seule pour consulter les comptes. Donc il y avait plein de monde qui était là en mode, elle est bien Allez, cette j'essaie, quoi. appli, mais Ouais. je sais pas et tout. Et en fait, c'était une stratégie. On disait, bah, tel jour, on va la passer gratuite.
et on filait le mot à tous les blogueurs de la place. Ok. Et cette mécanique, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jour où tu passes gratuit, tout le monde en parle. Ouais. Et donc là, tu as beaucoup de téléchargements et tu montes dans les rankings des stores. Et à l'époque, Ouais. le ranking des stores, il y avait énormément de visibilité. C'était Ouais. numéro 1 sur les stores. Ouais, Tu avais énormément de personnes qui téléchargeaient l'appli numéro 1. ouais. Aujourd'hui, si tu regardes l'appli numéro 1, c'est, je sais pas moi, c'est Facebook, ChatGPT, ouais. Facebook, Google et tout. Nous, on a fait plusieurs fois numéro 1 de l'App Store avec Ok. cette mécanique-là. Et on avait des centaines de milliers de personnes qui téléchargeaient notre appli parce qu'on était premiers. Ok. Ensuite, tu baisses petit à petit dans les stores, Ouais. hop, et tu perds en visibilité. Et à un moment donné, on était trop bas, on repassait payant et on préparait la prochaine opération, elle était gratuite. Donc on était payant uniquement pour être gratuit. C'est fou, donc vous avez fait de l'accordéon comme ça. Voilà, on a rincé le truc jusqu'à ce que ça marchait plus. On a fait ça pendant des années. Ça coûte Incroyable. rien. Ça coûte rien. Ouais. Et on a fait des centaines de milliers de téléchargements. Donc c'était 5 euros gratuit, 5 euros Ça te gratuit. rapporte de l'argent un petit peu Ouais. quand t'es payant parce qu'il y a des mecs qui téléchargent. Ouais. Et tu fais plus que n'importe qui en téléchargement quand tu passes gratuit. Par rapport aux personnes qui avaient levé des fonds, bah, on était toujours au-dessus d'eux, quoi, en termes de temps de Incroyable. téléchargement. Donc en fait, ça, c'est une chose. Si on avait eu de l'argent, bah, on aurait fait comme tout le monde, bête et méchant, on dépense. Et on aurait été moins performant que ce qu'on a fait là. Après, on l'a répliqué dans l'application. On s'est dit, bah, en fait, les gens aiment bien l'application. Par contre, c'est pas un sujet que tu vas parler naturellement à tes amis. Ouais. C'est la gestion d'argent, etc. En revanche, son pote, certainement que s'il avait connaissance de cette appli, il serait intéressé. Et donc, on a fait un premium. Ok. Il y avait rien dedans. C'était 100 balles par an. Rien dedans, 100 balles par an. Mais nous, on s'en fout. On s'est dit, bah, en fait, si t'invites un ami, deux, trois tu features. l'as gratuit. Ok, d'accord. Donc, c'était uniquement pour faire en sorte que si t'invites un ami, quand je dis il n'y a rien dedans, Ouais. la première chose qu'on avait mis, c'est pouvoir télécharger tes données dans un Excel. Ok. Donc, tu recevais un email avec un Excel et tes données dedans. 100 balles. Les consultants étaient contents. Super, quoi. Et en fait, c'est pas grave, parce que nous, on se disait, bah, c'est 100 balles, mais t'invites un ami, tu l'as gratuit. Et donc, ensuite, avec notre base de user, bah, ça invitait les amis. Il y avait des mecs qui payaient 100 balles. Notamment, on s'est rendu compte que ça servait pour des professionnels. C'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait des professionnels qui utilisaient ça, qui avaient besoin de télécharger les Excel. Parce qu'ils avaient, par exemple, nous, on avait des franchisés qui utilisaient pour tous leurs magasins, qui avaient 10 comptes bancaires. Donc, il y avait des mecs qui avaient 20 comptes bancaires, tu vois. Donc, pour eux, 100 balles pour télécharger un Excel, ça leur allait très bien. Ouais, c'est sûr. Donc, il y avait des personnes qui payaient. Et le reste, inviter les amis. Et ça, c'est encore la même mécanique. C'est-à-dire que tu n'as pas de prix, ça n'a pas de valeur. Tu mets un prix, ça a de la valeur. Même si derrière, en fait, il n'y a rien, tu vois. Donc, on a beaucoup joué là-dessus. C'est juste, du coup, pour le côté, l'aspect plus financement de l'entreprise, donc vous arriviez à avoir de l'argent, du coup, via cette méthode redoutable. Est-ce que vous avez réussi enfin, est-ce que vous avez levé des fonds au bout d'un moment quand même, une fois que vous aviez donc, on a fait ça. Après, on a eu quand même, on avait assez rapidement pas mal de users. On a un petit peu monétisé avec de l'affiliation. Tu pouvais renégocier tes abonnements, mener un petit peu d'affiliation. Ça rapportait pas beaucoup d'argent, mais ça permettait quand même de vivre. Et je crois que notre premier recrutement, c'était, je sais pas, un stagiaire ou un alternant. Donc, ça permettait de payer ça. Et de rembourser tes prêts perso pour Non, non, ça non, parce qu'en fait, j'avais 2 ans de différé avant de rembourser les prêts, donc j'étais pas encore dedans. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé voir des business angels. D'ailleurs, on est allé voir App Gratis. Je sais pas si tu te souviens d'App Gratis. C'était justement, c'était aujourd'hui une application gratuite et qui était payante. Donc c'est typiquement ce que je racontais. Et le fondateur d'App Gratis, il a dit moi, oui, je peux te passer dans App Gratis, mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est peut-être d'investir dans ta boîte. Et il m'a fait rencontrer un autre business angel et ensuite encore un autre. Et les trois, on avait beaucoup d'users. Hein. Ils se sont dit, bon, les mecs, ils sont complètement fous. Combien quand tu dis beaucoup d'users? Je sais pas, c'était déjà des centaines de milliers. Okay. Enfin, on avait une croissance comme ça. Donc, une boîte aujourd'hui qui a cette croissance, elle lève vraiment beaucoup d'argent dans le monde fintech. Mais à l'époque, le mot fintech n'existait pas. Tout le monde pensait que c'était illégal. Donc, eux, ils se sont dit, bon, ils sont complètement fous. Ils ont quand même une grosse traction. Je sais pas vraiment ce que ça fait de ce truc, mais il y a peut-être un truc à faire. On s'est bien entendu avec eux et ils ont mis 100 000 euros chacun. Globalement, on a dû lever 350 000 euros. Ok. Pour combien de... peut-être un peu plus, 350 ou 400 000 euros. Je sais plus la valo, je pourrais plus te dire. Non, 20% classique, quoi. 20%. Okay. Mais bon, tu vois, ça nous faisait une valo à 1 million, quoi. Tu vois, c'est un truc, avec la croissance qu'on avait, on aurait une valo x10 aujourd'hui. Et en fait, avec ces 400 000 euros, première chose, nous payer un tout petit salaire. Je crois que j'ai payé genre 1000 balles, quoi, mon premier salaire. Mais au moins, avec ces 1000 balles, au moins, tu vois, j'arrivais à faire mon loyer de 500 balles et à rembourser mes 500 balles
Je crois que je commençais à rembourser 500 balles de prêt et je sais pas comment j'arrivais à bouffer, mais bon, c'était voilà. Première chose, c'est ça, et commencer un petit peu à ah oui, je me souviens la première fois que Facebook lançait les Facebook Ads sur mobile. Ok. On était le premier en France à tester. Je Ah, me c'est fou. souviens parce que c'était notamment le mec d'Ampartis, il s'est dit ah il lance, faudrait tester. Donc moi je vais sur la plateforme Facebook, je me Ouais. crée un compte. Fallait faire une créa. Bah, nous on a personne. Enfin, Ouais. D'ailleurs quand tu es entrepreneur au début tu fais tout. Donc moi je prends mon PowerPoint, je fais ma première créa, je prends un screenshot de l'appli qui est dégueulasse, paf paf, je balance sur Facebook. Le truc il était à 1 centime de téléchargement. Mais moi Ah, j'avais bah, pas bien d'argent, sûr. tu vois, 1 Ouais. centime, je me dis putain merde, combien j'ai sur le compte. Je sais plus combien on a dépensé, on a dépensé 10 000 euros, mais avec 10 000 euros, à 1 centime, c'était gigantesque, quoi. Et Ouais. là, à cette période, si j'avais eu 1 million, j'aurais rincé le Ah, marché, ouais. quoi. Parce que vu que t'es le premier, Ah, bah, que ouais, le les algos timing. Facebook, ils étaient un peu à l'arrache, ils testaient, bah c'était magique, quoi. Et donc là, ouais, c'est premier investissement marketing. Et les créas, c'est dégueulasse, c'est moi qui les aime, mais ouais. Et donc voilà, on a fait cette première levée de fonds avec eux. Ça nous a permis je crois que c'était, on a fait ça 2 ans après le Ouais. lancement de l'appli. Ok. Ça nous a permis de tenir 2 ans supplémentaires. Ok. Après, on a levé 1 million d'euros auprès d'un super business angel, en quelque sorte super business angel parce que c'est Philippe Odo, qui a une Ok. banque privée qui s'appelle la banque Mhm. Odo. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent et qui commençait à investir dans le monde des fintechs. Et surtout, il a commencé à investir parce que on était du coup en 2014 ou 2015, et il a eu vent qu'il y a eu une directive européenne qui était en négociation, Mhm. qui allait officialiser ce qu'on fait. Ok. Et donc le truc qui était, tout le monde dit c'était légal, ça allait devenir officiel. Ok. Et lui, vu qu'il savait qu'il y avait cette négociation, il s'est dit ah il y a un truc à faire. Ok. Et on avait déjà beaucoup d'users. Je crois qu'on a levé un pour une valeur de 10. Ok. Et ensuite, ça nous a permis de tenir 2 ans supplémentaires. Ok. Et il y a eu la loi qui est passée. Et enfin, à partir du moment où il y a eu la loi, le mot fintech est arrivé d'ailleurs à ce moment-là, Ouais. les fonds d'investissement se sont développés et on commençait à dire, bah, on comprend ce que tu fais, il y a une loi, c'est officiel, tu es dans le fintech. Mm. Donc là, on a levé 7 millions d'euros en 2016. Et tu vois, Ok. entre 2010, on commence à réfléchir, Ouais. début 2011, on lance l'appli, notre première levée de fonds auprès des VC, c'est 2016. Ouais, c'est fou. Ouais, il y Donc avait vraiment un temps nécessaire d'adaptation, quoi. c'est un autre monde, quoi. Moi, Ok. je te parle de la première levée de fonds auprès des VC, il y en avait une qui avait foiré avant Ok. de levée de fonds Intéressant auprès ça. des VC, où les mecs nous disent deux term sheets, on choisit la première qui est shootée, qui était d'ailleurs la mieux disante, on va avec eux, et la veille du closing, ils nous disent ah finalement non. Et en fait, je leur dis quoi non, enfin, les mecs vous avez tout analysé, toute la boîte, qu'est-ce qui se passe? Ça met l'entreprise dans une situation Ouais. Ouais, vraiment délicate, hein. parce que Parce du coup, qu'en t'as plus fait, beaucoup de runway. quand tu es en négociation avec les fonds et que Ouais. tu sens que ça commence à être bon, tu veux montrer des super chiffres. Donc tu Ouais. réinvestis un peu plus, tu prends un peu plus de risques pour que les mecs ils se disent putain ça cartonne. Et tu te dis bon là la probabilité que le deal se fasse elle est très forte, on a quasiment tout. Donc tu te mets à risque. Et là la veille où de signer ils disent non, Ouais. derrière t'es en mode frein tout là les Ouais. gars, tous les dépenses on coupe Ouais. tout, les recrutements on coupe tout, on est en mode Ouais. on arrête Survie. tout quoi. Et ça fait très mal. Ça fait on aurait pu mourir là. Je pense que mes investisseurs ils avaient rayé la ligne. Ils avaient dit bon en fait Ouais. la boîte elle va mourir. Ah, c'est fou. Et je leur ai demandé pourquoi. Et en fait, ils m'ont jamais vraiment dit, mais je pense que savoir un truc. Je pense que le gros de l'argent de ce fonds-là Ouais. vient des banques. Ok. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont dû dire, bah voilà, on va investir dans Banking. Et Ouais. les banques ont dit. À mon avis, c'est ça qui s'est passé. Parce Ok. que je comprends pas Parce que la eux, en parallèle, raison. ils développaient leurs applications, enfin, Non, mais les banques ont ouais. toujours essayé de nous tuer. Ouais, bien sûr. Toujours. Enfin, tu te dis, les mecs, ils se connectent au système de toutes les banques Ouais. de manière sauvage, sans Ouais. notre accord. Les mecs n'utilisent plus notre appli. Ouais. Ils utilisent une application de deux mecs dans un garage. Donc, ça a été, depuis le jour 1, une bataille avec les banques qui a Ouais, bien été sûr. féroce. D'où la directive, d'ailleurs. C'est que les Mm. banques ont tellement essayé d'interdire. Ouais. Euh, et l'Europe, globalement, l'Europe nous a sauvés. Quand je parle de l'Europe, c'est la Commission européenne. Mm. Parce que l'Europe, elle veut un marché global harmonisé, européen, Mhm. veut la compétition, veut Mm. l'innovation, et on a marre des oligopoles nationaux. Ouais. Et il n'y a pas plus représentatif que du monde bancaire qui Mm. dit il y a des oligopoles nationaux très puissants. BNP, c'était Général en France, la Caixa, Santander en Mm. Espagne, les Sparkasse en Allemagne, en Angleterre à l'époque, quand c'était en Union Européenne, tu avais Barclays, etc., HSBC. Et c'est des oligopoles très puissants nationaux Mm. en connivence constant avec l'État.
Ouais. parce que c'est un bras stratégique de l'État, tu vois, c'est tout le temps en train de négocier avec l'État, sur lesquels il n'y a aucune innovation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y avait aucune innovation dans le monde de la banque et de la finance, et que c'est verrouillé. Donc, quand l'Europe a vu arriver ça, elle s'est dit, mais en fait, c'est génial. C'est plutôt les choses qu'on veut favoriser. Ok. On veut en même temps garantir la sécurité, Mm. donc que ces acteurs-là fassent bien les choses, ne prennent pas des risques pour les consommateurs, et en même temps, on veut les sécuriser juridiquement pour pas que les banques Mm. puissent l'interdire. Et du coup, il y a eu cette directive en négociation. Moi, j'ai fait énormément de lobbying. Et à partir du moment où ça a été signé, première conséquence positive, on a pu lever des fonds. Ok. Et les banques, elles ont réussi à nous mettre des barrières à plein d'autres égards, mais Ouais. elles pouvaient plus dire que c'était interdit. Ok. Ouais, c'est génial. Et à partir de là, donc, tu as fondé une autre boîte, tu en parlais en introduction, Bridge. À quel moment est-ce que tu as réalisé qu'il y avait une opportunité un peu aussi plus B2B du coup? Ouais. Et comment est-ce que tu as géré un peu cette transition Bah en fait, vu qu'on avait beaucoup d'users, et que dans ces users-là, il y avait des entrepreneurs, il y avait, enfin, c'est représentatif de toute la population en fait. Mhm. Et donc, le premier qui m'a contacté, c'est un entrepreneur qui fait un logiciel comptable. Et il dit, bah moi, pour faire la comptabilité, j'ai besoin d'avoir les soldes et les transactions de mes clients, les comptes professionnels, les comptes Mhm. d'entreprise. Et c'est galère. Je galère à avoir Ouais, bien cette sûr. information-là, alors que j'en ai besoin. Et nous, on avait connecté les comptes professionnels aussi, parce que notamment l'un des abonnements Banking Premium, c'était pour connecter les comptes pro. Juste la techno à ce moment-là, c'est toujours le robot qui se connecte. Toujours le robot. C'est Et encore fou. aujourd'hui, hein, Ouais. ce qu'il faut savoir, c'est une grande partie des connexions, c'est encore des robots. Ok. Je pourrais te parler de toute la règlement. Il y a un sujet de la réglementation où les banques ont l'obligation de faire une API, Ouais. sauf que la plupart du temps, leur API, Elle est éclatée. elle marche à moitié, tu vois, et surtout qu'ils ont fait une API que sur les comptes de paiement. Mm. Alors que nous, 80% des comptes, c'est les comptes épargne, crédit, enfin, tu vois, Ok. ce que tu vois sur ton relevé, tu as ton compte de paiement et tu as plein de comptes en dessous. Ouais. Bah, on Ok. récupère tous les comptes, tu vois, et Ouais. donc, bref, aujourd'hui encore, c'est encore des robots qui sont bien plus performants, Ok. mais qui récupèrent les comptes épargne et crédit. Et donc, cet entrepreneur, il vient me voir et me dit, bah écoute, moi j'utilise ton appli, même pour mes comptes pro, c'est vachement bien. Est-ce que tu pourrais pas me filer la techno pour connecter les comptes de mes clients? Et donc, je suis allé voir les équipes en interne, notamment mes associés ingénieurs informatiques, et je leur ai dit, j'ai l'impression qu'il y a ce truc-là, parce que j'en ai parlé à cet entrepreneur-là, puis j'ai interrogé d'autres logiciels, ils ont tous Mm. le même problème. Nous, on connecte les comptes. Donc, le travail, on le fait dans tous les cas, pour Ouais. les comptes professionnels. On a une API en interne qui Mm. se connecte à notre appli. Mm. Est-ce qu'on ne pourrait pas sortir une API, la documenter et la vendre? Donc, ils se sont dit, bah ouais, ça peut le faire. Et du coup, ils ont documenté une API externe. On s'est assuré de la sécurité, etc. Et on a fait notre premier contrat avec cet entrepreneur, qui est toujours client de Bridge. Ok. En Euh, quelle année ça, juste je sais plus, c'est 2015 ou Ok. 2016. Ouais, donc assez tôt, Euh, quoi. Enfin. Bah, tu vois, assez tôt, mais au milieu de Ouais. l'histoire. Quand Ouais. tu regardes, ça faisait déjà 5 ans qu'on a écrit la boîte. Ouais. Ok. Voilà. Donc, au milieu de l'histoire. Et puis, là, bah, c'est pareil, hein, quand tu es entrepreneur, bah, tu fais les choses toi-même. C'est-à-dire que moi, je commençais à avoir une équipe structurée sur toute la partie B2C. Et là, je faisais un business B2B où je vends une API. Mais ça n'a rien à voir, hein, entre tu fais une appli sur les stores et tu Ouais. vends une API, ça n'a rien. Bah, typiquement, le premier contrat, bah, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Tu vois, je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on met dans un contrat d'API? Je sais pas. Je suis allé voir un pote avocat. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu n'as pas une expérience là-dessus? Il m'a Ouais. dit, si, je crois que j'en ai fait pour un autre. Bref, premier contrat, les premières négociations. Puis ensuite, j'ai fait tout con. Hein, je me suis dit, bah, je vais shooter tous les logiciels comptables. Bah, en final, on les a quasiment tous signés. Après, je me suis dit, bon, j'ai quand même une boîte à gérer, je vais pas en même temps faire le commercial B2B et gérer toute la boîte. Donc, j'ai recruté un commercial B2B. Je me Ok. suis planté 3 fois. Parce Ok. que moi, nous, on est B2C à la base. Ouais. Donc, de gérer des commerciaux B2, enfin, on est Ouais. B2C à la B2B. base. Ouais. Et gérer des commerciaux B2B, ça n'a rien à voir. Donc, recruter un sales B2B, je savais pas comment faire, pas comment le manager. Donc, ça a été vraiment compliqué. Planté 3 fois, mais bon, à partir du moment où j'en avais un, bah, on a enchaîné les contrats. Mm. Et puis ça a grossi en fait. Et pour nous, c'était que du bonus. Parce que toute la techno, on devait la maintenir. Ouais. Et d'ailleurs, c'était un argument assez fort au niveau marketing pour le B2B. Parce que si jamais le connecteur foire, toi, tu es embêté. Mais Ouais. sache que moi, j'ai des millions d'users. Et si ça marche pas, ils se barrent instantanément. Ouais, bien sûr. Parce Oui, que donc ouais. Tu à sais que l'époque, il y avait les applications des banques qui commençaient à arriver. Mm. Bon, bah, je peux pas consulter sur Banking, je vais Bien sûr. consulter sur l'application de la banque. Et d'ailleurs, je mets une étoile sur Banking, ça marche pas. Ouais. Donc nous, on a une pression pour que ça marche. Donc, sois rassuré, on fera tout pour que ça fonctionne constamment, Ouais, en sachant que les banques essaient de bloquer nos connexions tout le temps. Donc, Mm. C'est on ça. avait des concurrents, d'ailleurs c'est toujours aujourd'hui les concurrents de Bridge, qui ont fait que le B2B. Ok.
Et la problématique, c'est que eux n'avaient pas cet ADN Ouais. de dire, il faut réparer tout de suite, Bien sinon sûr. j'ai des millions de users qui se barrent. Ouais. Et en fait, ça a été un énorme argument parce que ils étaient rassurés sur le fait que notre service était bien meilleur. En revanche, il y avait des côtés négatifs, c'est qu'on leur disait, si on le fait pour nous-mêmes, on te le fournit, Mm. mais on va pas te faire des choses spécifiques. Bien sûr. Parce que si on le fait juste pour toi, justement, on va pas réussir à maintenir ce niveau d'exigence. Mm. Et là, on a quand même perdu pas mal de contrats par rapport à des concurrents qui disent, bah oui, moi je te fais tout. Ok. Donc ça a été le début. Donc au début, c'était sous Bankin, c'était la même. C'était un département en fait Ok. qui a Ouais. grandi, qui a grandi, qui a grandi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, tu as deux boîtes qui marchent bien, Mm. mais qui prennent des directions complètement différentes. Ouais. Et en parallèle de ça, il y a une opportunité qui est gigantesque aujourd'hui sur le marché, qui est le paiement par virement. Mhm. On sait interroger, appuyer sur des boutons en scrapping ou via des API, envoyer des informations. Et donc en fait, on est super bien placé pour créer ce nouveau moyen de paiement. Du coup, on s'est dit, il faut qu'on accélère pour Bridge. Ouais. Parce qu'en fait, ce qu'il faut faire, c'est être sûr qu'on connecte bien toutes les banques et que ça devient ultra facile de faire des virements, mais ça, on sait faire. Et derrière, il faut aller chasser les marchands ou les entreprises Mm. qui s'envoient. Aujourd'hui, la plupart des entreprises se payent par virement en envoyant des RIB. Mm. Je veux dire, c'est que ça n'a pas changé depuis les années Ouais, non, 70. c'est clair, c'est terrible. Et donc, il y a une opportunité, il faut vraiment qu'on accélère là-dessus. Donc, on accélère, il faut lever des fonds. Et là, c'est très compliqué de lever des fonds pour une BU, Ouais. surtout qu'on a levé 20 millions d'euros, Ouais. qui est Complètement pas dissocié, bien sûr. indépendante, Ouais. sur lesquelles il y a des ressources partagées, il y a des roadmaps IT, il Mm. y a des arbitrages. Donc on s'est dit, il faut qu'on split, Ok. fasse deux boîtes indépendantes, Bankin et Bridge. Et Ok. c'est ce qu'on a fait, on a splitté Bankin et Bridge. C'était au moment aussi où on a vendu Bankin. Ok. Et on a fait rentrer deux investisseurs dans Bridge, BPCE et Truffle Capital, Mm. 20 millions d'euros pour notamment déployer cette solution de paiement par Ok. virement. À ce moment-là, d'un point de vue perso, est-ce que tu te payais toujours de manière assez réduite sur la continuité de la boîte? Enfin, est-ce qu'il y avait un grand changement perso pour toi à ce moment-là Moi, mon ou... plus gros salaire, alors que je dirigeais quand même Mm. au final deux boîtes, hein, même Ouais. si c'en était une, mais j'avais deux départements complètement distincts, mon plus gros salaire était quand même assez faible, je pense, par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. Mm. Le plus gros que j'ai eu, c'est 90 000 euros. Ok. Ouais. Et en fait, dans ma logique, c'est que je bossais pas pour le salaire. Ok. Je pense que j'aurais dû prendre plus en fait. Je me suis dit Hop. j'aurais dû prendre plus quand même parce qu'au final tu te sacrifies pour beaucoup de choses. Ouais. Après tu as les investisseurs et Ouais, tout, ça. donc au final tu bosses Pour pour les autres. toi Ouais. parce qu'il te reste des parts, Ouais. mais aussi pour tout l'autre et avec un Ouais. salaire réduit. Ouais. Donc je pense que j'aurais pu prendre plus, mais j'aurais dû. Mm. Mais bon, je n'étais pas 90 000 euros et en fait la logique c'est de dire tout ce que je fais, toute Mm. la valeur que je crée, c'est pour l'entreprise. Ouais, Et bien vu sûr. que moi je suis un actionnaire important dans l'entreprise, au final c'est pour moi. Ouais. Et c'est pas chaque euro que je vais prendre en salaire, c'est un euro de moins pour Ouais, l'entreprise. bien sûr. J'avais cette logique-là. Donc j'ai jamais été très pushy sur mon salaire et Ok. puis j'arrivais à 90 000 bahts, Mm. tu vis quoi. Et du coup, au moment de la revente, t'étais content, j'imagine. Bah, au Voilà. niveau de la revente, Ouais. ta vie change effectivement. Mm. T'as du cash qui rentre, ça change complètement Mm. ta vie. T'as toujours été un peu à l'arrache. Ouais. Parce que même à 90 000 euros, moi, vu que j'ai jamais trop changé mon mode de vie, tu vois, Mm. je bossais toujours autant, j'avais peut-être plus d'argent, mais oui, Ouais. je me payais peut-être des vacances un peu mieux, mais sinon, Ok. j'étais toujours locataire. Ouais. Enfin, voilà. D'ailleurs, c'est difficile d'ailleurs d'avoir des crédits quand tu es entrepreneur, parce que Mm. t'es jamais, même si tu gagnes 90 000 euros, Mm. moi, je n'étais pas CDI, quoi. J'étais comme Ouais. un indépendant dans ma boîte. Mais bon, à partir du moment où tu fais un cash out, Mm. enfin, tu peux t'acheter un appart. Enfin, oui, ta vie change, quoi. Ouais. Les deux petites questions de la fin qu'on aime bien poser. Est-ce que sur tout ton parcours enfin, assez fascinant quand même et varié d'entrepreneur, tu as des regrets ou des choses que tu t'aurais aimé faire différemment ou avec le recul, tu te dis, on aurait pu faire Ouais, les en choses fait, autrement? je pense que c'est plus facile à dire maintenant. J'ai déjà créé deux boîtes avec toute l'expérience, mais dans la phase où j'étais avant, mon mantra, c'était de dire je suis là pour gérer la merde. Je me Mm. sacrifie en fait. C'est-à-dire que je fais en sorte que les collaborateurs s'épanouissent. Toute la merde Mm. vraiment compliquée, chiant, je prends, comme ça je les protège, tu vois. Ok. Je pense que c'est une erreur. Parce qu'en fait, tu protèges trop les équipes et toi, dans la durée, 10 ans à gérer la merde. Je pense que maintenant, je ferai beaucoup plus à l'inverse. Je ferai ce qui me fait plaisir. Et ce qui me fait pas plaisir, je le délègue.
Pourquoi? Parce que quand tu te fais plaisir, t'es meilleur. Ok. Déjà, t'es meilleur plutôt que faire un truc qui te fait chier. Et en plus, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce qui te fait chier, toi, il y a un mec qui est complètement Quelqu'un différent, d'autre ça lui aussi. fait plaisir de faire ce qui te fait chier, tu vois. Ok. Donc c'est pas parce que toi, tu veux pas faire ce que tu aimes pas, que le mec qui va recevoir et qui doit le faire, ça le fait chier aussi. Ça se trouve, il adore. Donc aussi, ça te permet aussi de construire ton équipe Mm. en fonction de qui tu es. Et je pense que de toute façon, un entrepreneur, il crée l'entreprise Mm. en fonction de qui il est, tu vois, vu que c'est Bien lui sûr. qui recrute, enfin, tu vois. Donc, je pense que c'est ça que je ferais différemment. Je pense, Donc déléguer de manière un peu plus astucieuse. exactement, je Ok. déléguerais beaucoup plus vite, je me consacrerais sur là ce qui me fait plaisir. Je pense que je serais aussi beaucoup plus marqué dans certains choix, à tous les niveaux, des choix de collaborateurs, des choix d'investisseurs, des décisions à prendre, ou c'est des décisions compliquées, mais en fait, il faut les prendre et il faut être beaucoup plus radical parce que si tu les prends pas tout de suite ou tu les prends un Mm. peu mollement, bah ça crée une situation qui est pas bonne. Donc c'est dur à faire, mais c'est bon pour l'entreprise. Je pense qu'il faut être beau. Je l'ai été, hein, mais il faut être très transparent et très clair avec son environnement, que ce soit les collaborateurs et les investisseurs. Il faut être intransigeant et clair. Mhm. Tu peux pas être intransigeant si t'es pas clair. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, et je pense que je le ferai beaucoup plus, c'est j'établis les règles du jeu. Un collaborateur arrive, voici les règles du jeu. Mm. Tout de suite. Comme ça, au fur et à mesure de la collaboration, tu es dans les règles du jeu, ça fonctionne. Mm. Tu sors des règles du jeu, Mm. c'est clair pour les deux que là, ça marche pas. Parce que si les règles du jeu sont floues, c'est compliqué de dire attends, là, ça marche pas. Ouais, bien sûr. Donc pour moi, j'établirais beaucoup plus les règles du jeu, que ça soit avec toutes les parties prenantes, les collaborateurs, les investisseurs. Les investisseurs, pareil, tu établis les règles du jeu, là tu lui dis écoute, là ça marche pas, enfin tu me fais un truc, c'est pas possible. Et on se l'était dit. Donc tu as la capacité de dire non. Parce Mm. qu'il faut avoir la capacité de dire non à tout le monde. Mm. Si tu dis pas non et que tu dis oui à tout, bah en fait, tu mènes plus ta barque en Bien fait. sûr, ouais. Et un entrepreneur et un dirigeant, il mène sa barque. Lui, il veut aller là, il emmène les gens avec lui, quoi. Mm. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter. Il faut savoir écouter, il faut savoir analyser, il faut savoir prendre des décisions avec les informations de tout le monde. L'entrepreneur, c'est pas un génie qui, dans sa salle de bain, dit ah putain, c'est ça qu'il faut faire juste parce que il a fait un rêve, tu vois. Bien sûr. Non, il prend des décisions parce qu'il a des informations, il s'appuie sur ses forces et ses collaborateurs qui ont leurs forces, et il prend une décision éclairée. Et les choses à améliorer ici, c'est le processus Mm. pour prendre des décisions. Prendre une décision éclairée, prendre la meilleure décision. Et là, il y a plein de trucs à dire là-dessus, mais je pense qu'on pourrait faire Un autre podcast un autre dessus. podcast. Mais voilà, donc plus intransigeant, plus clair et plus intransigeant, Ok. plus axé sur moi ce que j'aime et ce que j'aime pas, et c'est très bien avec ça. Mm. Et, euh, et voilà ce que je. Super intéressant. Et la dernière question, c'est pour tous les étudiants qui nous regardent, et même si toi tu te replaces à quand tu étais étudiant ou avec l'envie d'entreprendre, mais aucune idée de ce que ça représente vraiment, quels seraient un peu tes conseils à partager? Qu'est-ce que tu conseillerais de faire? Moi, si vraiment, ça me fait moi régulier, ça marque un peu, c'est peut-être Ouais, un peu une phrase qui extrapole un peu trop, mais faut pas être trop intelligent. ok. Franchement, ne soyez pas trop intelligent, parce que si tu es trop intelligent, tu rationalises trop, et en fait, ça marche pas, t'avances pas. Il faut avancer. Faut être un peu con, en fait. T'avances, tu t'es un peu con, tu sais pas, mais t'apprends par petits pas. C'est pas quand tu réfléchis dans ton bureau que tu vas réussir. C'est Bien tu sûr. sais pas, t'avances. Là, parce que t'avances, bah, t'as des informations et t'ajustes. En fait, c'est que une multitude de petits pas. Si tu réfléchis tout avant et que tu fais des plans et tout, bon, en fait, ça marche pas parce que déjà, tu fais jamais le premier pas parce que tu vois des risques partout. Mm. Et en plus, tout ce que tu as réfléchi est faux. Parce que dès que tu vas faire ton premier pas, tu vas avoir une information que tu n'y avais pas avant qui va changer, en fait. Et donc, en gros, l'entrepreneur, c'est la capacité d'avancer dans un flou total et de s'adapter et de savoir s'entourer de gens parce qu'ils fixent le cap. C'est-à-dire que tu es dans le brouillard, tu fixes un cap, les gens, ils savent pas pourquoi tu as ce cap-là, mais parce que tu es convaincant, ils ont envie de bosser avec toi, ils te suivent. Mm. Et d'ailleurs, la principale force, je pense que moi j'avais dans l'entreprise pour les collaborateurs, parce que souvent on me dit bah c'est quoi ta principale force? Moi j'ai tout fait, tu vois, quand t'as Mm. personne, t'as pas de thune, bah tu fais tout, tu fais la compta, et tu poses pas la question de c'est quoi ta principale force, tu dis faut que je le fasse. Et au final, quand on me posait régulièrement la question, je me dis ma principale force c'est quoi? C'est de rassurer les gens. Les gens se disent bah parce qu'il est là, le truc est flou, mais il a tellement l'impression d'y croire et il se dit on y va
que bon bah on va le suivre, tu vois, Ouais. et que si jamais il y a une merde d'ailleurs, il est tellement solide que bah la merde il va la gérer et que Ouais. voilà. Donc Tu mènes tes troupes, quoi. je mène les troupes et Ouais. du coup bah, les mecs étaient capables, ils étaient rassurés pour pouvoir eux se développer et faire leur job quoi et le Mm. faire bien. Donc c'est ça en gros, c'est il faut être, je pense, moi c'est comme ça que je fonctionne, avoir un peu une étoile du Nord. Donc ça Mm. c'est mon rêve, Mm. là où je veux aller. Tout est flou pour comment y aller Mm. et après j'y vais quoi. Avec J'y des petits vais pas. et Ouais. petit pas, je m'adapte et je m'entoure de personnes et on rêve ensemble. Faut pas vendre du rêve, je veux dire du quotidien. Le quotidien il va être dur. Faut vendre le rêve de là où on veut aller et ce qui est beau c'est le chemin qu'on va faire ensemble et c'est là où on dit c'est avant tout une aventure humaine. Il faut prendre plaisir à le faire ensemble. Parce que si tu prends pas de plaisir, bah, tu te barres. Et d'ailleurs, tu n'arrives pas à tenir. Donc, prendre plaisir à faire le chemin ensemble et on s'adapte. J'aime beaucoup. Trop cool. Bah, merci beaucoup pour la participation et puis Bah, à merci à une vous. prochaine. C'était un plaisir.